c'est une évidence aujourd'hui de pointer l'importance qu'a eu la scène La naissance du chestburster dans Alien en 1979 sur notre imaginaire et sur l'histoire des représentations au cinéma. Quelques lectures préliminaires sur le sujet nous rappellent rapidement certaines rumeurs sur la réaction violente du public de l'époque devant ces images. Je l'avais écrit avant dans ma présentation, mais vu que Jean-Michel aime bien parler de The Exorcist, c'est un peu analogue, donc les gens seraient sortis des salles de cinéma avec la nausée dans les toilettes, etc. On se plaît aussi à répéter l'anecdote de tournage, relatée notamment dans le documentaire du Making of, voulant que la réaction des acteurs et des actrices soit entièrement authentique durant le visionnement de la scène. Les seuls ayant été mis au courant du déroulement de la scène étaient évidemment Ridley Scott, le réalisateur du film, John Hurt, l'acteur qui joue la victime, et l'équipe des effets spéciaux qui avait à mettre des litres de sang qui allaient exploser éventuellement dans le visage des acteurs. L'importance de ce moment cinématographique se confirme aussi quand on se rend compte que je vous parle de la scène depuis environ 1 minute et vous savez, sans même vous montrer des images, et vous savez probablement exactement ce dont à quoi je fais référence, que vous l'ayez déjà vu ou non. Que c'est à partir de cette observation que Roger Luckhurst, dans un ouvrage sur le sujet, écrit au sujet de la scène du chestburster, je le cite: It is staged and restaged as if to master and contain that first moment of trauma, a classic instance of repetition compulsion, as if the wound opened in May 1979 and has never quite been able to close and heal over. La scène est donc répétée, réinterprétée, pastichée, parodiée, comme pour essayer de prendre la mesure de ce traumatisme initial, que ce soit dans les autres œuvres de la franchise Alien, dans Alien vs Predator, dans la fameuse scène de Spaceballs, où on parodie la scène, ou même dans Shrek 2, on fait toujours retour à ces images, aux images initiales de la scène du film de 1979. La référence est passée rapidement dans l'usage, et le personnage alien a acquis un statut dans notre imaginaire qu'on pourrait qualifier de mythique, au sens où il transporte avec lui, au fil des nouvelles représentations, ses histoires, ses thématiques, ses messages. Pour Véronique Gély, le mythe se définit par l'impression de déjà-vu qu'il provoque en nous et le plaisir dérivant, et je la cite, le plaisir du fait de le voir ou de l'entendre une fois de plus. Ce plaisir particulier du déjà-vu implique évidemment un lecteur-spectateur au courant, averti. Fin de la citation. Les objets de l'imaginaire passeraient par un processus de sélection qui s'opère dans la persistance de la représentation fictive, comme le souligne Denis Bertrand, que je cite: le mythe n'est pas la narration originelle considérée en elle-même, mais celle qui est devenue, progressivement, rétrospectivement, origine par tout ce dont elle a permis la naissance. La dimension mythique d'un récit tient à la reconnaissance rétrospective qu'ont rendu possible sa vitalité et sa dissémination, sa puissance migratoire. Fin de la citation. Donc, l'étude du statut mythique d'un objet doit passer par une reconstruction des processus de circulation de celui-ci dans l'imaginaire, c'est-à-dire à travers les œuvres qu'il représente, et principalement en retraçant les opérations d'expansion transmédiatique et transfictionnelle de l'œuvre initiale, de la franchise Alien en général. La scène de la naissance du chestburster devient alors essentielle dans l'instauration d'une dynamique d'expansion spécifique à la franchise, puisqu'elle condense en quelques images les éléments thématiques et formels propres au personnage d'Alien, donc au xénomorphe. Dans un premier temps, comme le souligne Luckhurst, cette scène est continuellement remise en scène dans chaque œuvre de la franchise, et même ailleurs, et contribue par conséquent à la circulation des éléments du mythe. Dans un second temps, en tant que naissance, elle nous montre le fonctionnement du processus de reproduction de l'extraterrestre qui imite, qui digitise même le processus d'adaptation et d'expansion transmédiatique dans l'écosystème des industries culturelles. La naissance du chestburster sous-entend d'abord plusieurs étapes dans la reproduction du xénomorphe, donc la fécondation en premier lieu, puis la gestation qui s'opère de manière parasitaire, donc en utilisant le corps d'un hôte qui sera aussi son autre, son altérité, comme son nom l'indique, le xénomorphe, qui prend la forme de celui qui lui est étranger. Cette dynamique actualise thématiquement et formellement la nature hybride de l'extraterrestre qui transgresse les frontières corporelles d'abord, mais aussi les frontières génériques, par exemple de la science-fiction, de l'horreur, du action movie, et les frontières, enfin, médiatiques. À hauteur de fiction, l'hybridité entre l'hôte humain et l'alien est explicite dans le film de
implicite dans le film de 1979, puis explicité la première fois dans Alien 3, dans lequel il y a un croisement avec un chien, fait passer Alien de la position bipède à la position quadrupède, et aussi à la fin du Alien vs Predator de 2004, avec la naissance du Pre-Alien, donc le prédateur et l'alien ensemble. On transgresse alors la frontière qui sépare les espèces, mais ce mouvement transgressif constitue la spécificité de l'alien. The perfect organism, comme on l'appelle, l'organisme parfait qui peut s'adapter à n'importe quel environnement grâce à une reproduction basée sur le métissage des espèces. Il extrait de son hôte les caractéristiques qui lui permettront de muter pour s'adapter et se diversifier dans les futures œuvres, dans les futurs environnements qui l'habiteront. La scène de la naissance montre aussi une transgression littérale d'une frontière qui remet en question l'intégrité du corps humain. On peut faire avec cette affirmation des parallèles avec la théorie de l'abjection de Julia Kristeva. Le corps humain est violé, parasité et ultimement détruit au profit de la survie de l'espèce extraterrestre. La scène instaure alors cette éternelle lutte pour la survie entre les humains et les aliens, la franchise réitérant incessamment ce type de scénario avec quelques variantes. Cette capacité d'adaptation par croisement fait écho aux différences génériques qui s'installent entre les productions, surtout au cinéma. Donc, si Alien est d'abord un Texas Chainsaw Massacre in Space, pour citer Ridley Scott, le film de James Cameron s'inspire beaucoup plus du cinéma d'action, du cinéma reaganien. David Fincher nous offre un Alien 3 qui transporte l'histoire de Jeanne d'Arc dans une prison intergalactique. Et le film de Jean-Pierre Jeunet, Alien Resurrection, c'est davantage une comédie noire. Enfin, l'Alien traverse non seulement les frontières du corps ou des genres, mais aussi celles qui séparent les supports médiatiques. Donc la franchise s'étend sur de nombreuses plateformes, donc cinéma d'abord, mais aussi bande dessinée, jeux vidéo, romans. Et chacune de ces plateformes-là contribue à étendre la série vers de nouveaux publics. Cette représentation de la reproduction xénomorphe diégétise le processus d'expansion transmédiatique nécessaire au développement des franchises culturelles. Les éléments fictifs doivent s'adapter aux nouveaux environnements médiatiques, narratifs, imaginaires, qui les hébergent. L'autre qui accueille la figure désigne aussi le média, qui lui assure une subsistance et une diversification dans l'écosystème des industries culturelles. Les copies ainsi créées sont toujours des hybrides, des amalgames qui transfigurent le personnage, toujours semblable et toujours nouveau à la fois. Il peut alors s'adapter, coloniser, parasiter potentiellement toute œuvre nouvelle de manière virtuellement infinie. Les corps fictifs et les naissances d'aliens constituent par conséquent un prétexte pour justifier le retour du mythe. De nouveaux personnages vont mourir, leurs corps seront détruits pour que naissent de nouveaux aliens. Merci.